Écoute, on va partir tout de suite sur les news de la semaine avec The Witcher. The Witcher qui a débuté son tournage de la saison 4 sur Netflix il y a quelques jours, et Netflix en a profité pour annoncer le tournage, on va dire back-to-back de la saison 5 avec la saison 4. Donc, première annonce, il y aura une saison 5. Deuxième annonce, elle arrivera relativement vite puisque les deux saisons vont être tournées en même temps, avec Liam Hemsworth à la place de Henry Cavill, rappelons-le, dans le rôle de Geralt de Rive. Mais, et ça c'est une annonce qu'on n'attendait pas spécialement, c'est que la saison 5 sera aussi la dernière de cette série, adaptée des romans d'Andrei Sapkowski. Voilà ce que nous dit Lauren Schmidt-Isrich, qui est donc la showrunneuse de la série. Nous sommes heureux de pouvoir donner au livre d'Andrei Sapkowski une conclusion épique et satisfaisante. Voilà donc pour The Witcher. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils vont pas arrêter, qu'ils vont pas continuer à adapter, on va dire, cet univers avec des spin-offs, mais pour la série, entre guillemets, Vaisseau Amiral, ce sera terminé d'ici 2026, on imagine. Ouais, ça peut aller assez vite. Bon, et puis avec le départ d'Henry Cavill, peut-être que les audiences vont un petit peu baisser, quoi. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec la nouvelle saison. Et si je me souviens bien, CD Projekt Red, Project Red, si on le prononce dans la langue du studio, c'est déjà lancé dans la création d'un The Witcher 4. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ils sont en train de bosser dessus. Tout à fait. Donc ouais, ça peut être concomitant, peut-être pas, mais il va leur falloir du temps. Ouais. Mais et donc a priori de ce qu'on sait, la saison 4 et la saison 5 adapteront les 3 derniers livres de la série de Sapkowski. Donc a priori ils s'arrêtent parce qu'ils ont plus de matière à adapter. Mais 3 bouquins pour 2 saisons, ça me paraît peu. Mais oui, c'est pas beaucoup. Bon, peu importe. Tout ça pour vous dire que donc The Witcher, a priori, c'est fini sur Netflix. Voilà pour cette première news. Une news, pareil, renouvellement. Cette fois du côté de Fallout. Ouais, et là c'est pas la fin, c'est plutôt la suite, c'est que le début, parce que bonne nouvelle pour les fans de science-fiction, la série Fallout, qui est adaptée donc de la célèbre franchise vidéoludique de Bethesda Studios, a été renouvelée pour une deuxième saison par Prime Video. Ils n'ont pas attendu longtemps parce que la première saison, donc l'intégralité de la première saison a été diffusée la semaine dernière, au moment où on enregistre ce podcast, et ils ont tout de suite validé une saison 2 du côté d'Amazon et de Prime Video, parce que le succès en fait était critique et le succès était public. Tout ça a permis de convaincre la plateforme de produire une saison 2. On le rappelle, la série a quand même coûté 153 millions de dollars pour sa première saison, mais il fallait autant d'argent pour créer un univers post-apocalyptique rétro-futuriste, atom punk, comme aiment à l'appeler les créateurs du jeu, qui est peuplé en fait de monstres génétiquement modifiés, de ghouls et aussi d'humains qui essaient de survivre dans cet univers. En ce qui concerne la saison 2, on a peu d'infos, même si la fin de la saison 1 laisse entendre qu'il y aura des lieux cultes de la franchise qui seront visités, notamment un, je ne vais pas le spoiler ici, mais ceux qui connaissent bien les jeux Fallout savent de quoi je parle. Évidemment, il y aura des nouvelles intrigues, un changement de décor, comme je l'ai dit, sûrement des nouveaux personnages, peut-être même un personnage joué par Aaron Paul qui jouait Jesse dans Breaking Bad, et à savoir qu'en fait que Aaron Paul avait joué dans les dernières saisons de Westworld. Westworld avait été créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, mais c'est aussi Jonathan Nolan et Lisa Joy qui se sont occupés de Fallout. Donc évidemment, il y a peut-être moyen que Aaron Paul débarque dans l'univers de Fallout dans la saison 2. Côté tournage, ça reste évidemment en Californie, parce qu'en fait l'équipe a bénéficié de 25 millions de dollars de crédit d'impôt de la part de l'État américain, donc ce qui leur permet d'avoir justement beaucoup plus de liberté d'action pour le tournage, et les créateurs, comme je l'ai dit, Lisa Joy et Jonathan Nolan seront de retour à la barre pour cette nouvelle saison qui, si tout va bien, devrait débarquer en 2026. En parallèle de ça et du renouvellement de Fallout pour une saison 2, le lancement de la série en fait a provoqué un regain d'intérêt significatif pour les jeux de la franchise, avec une augmentation des ventes de Fallout 4 de 7500% la semaine de sortie de la série, ce qui a propulsé le jeu en tête des ventes en Europe alors qu'il est sorti il y a quasiment 10 ans. C'est assez incroyable, et autour de moi, je sais pas pour toi, mais quoique si, tu m'en as parlé toi-même, tout le monde retélécharge Fallout 4, Fallout 3, Fallout New Vegas.
les plus anciens Fallout 1 et 2, mais voire même Fallout Shelter qui était sorti sur mobile, qui est un excellent jeu mobile, et c'est rigolo, quoi. Enfin, on sent qu'il y a eu un engouement assez dingue, quoi. Ah, il se trouve que Bethesda avait fait bien les choses, puisqu'ils avaient préparé une promotion éclair au moment de la sortie de la série. Donc évidemment, Fallout 4 était vraiment pas cher, et donc du coup, bon, ça a permis évidemment de se lancer encore un petit peu plus dans un record, on va dire, de vente. Alors 7500%, évidemment, si la semaine d'avant, il y en avait un qui s'était vendu, ça fait quand même beaucoup, hein, mais c'est... C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Et rappelons juste vite fait que tout ça est disponible sur le Game Pass de la Xbox, gratuitement entre guillemets, mais en tout cas c'est dans l'abonnement. Tous les jeux Bethesda en fait studio sont disponibles dans le Game Pass, et moi je me suis relancé Fallout New Vegas hier, pas plus tard qu'hier, et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir retoucher à ce jeu-là. La série donne envie, hein. Toi, t'as jamais fait, c'est ça, des Fallout? En fait, non, je connais très peu. Moi, le seul que je connais bien, c'est Fallout Shelter, donc il donne un petit peu un avant-goût de l'univers, mais qui est pas vraiment le RPG pour laquelle la série est connue. Et donc, du coup, ouais, moi, je connais un tout petit poil Fallout New Vegas, qui est connu comme étant un des meilleurs de la série. Mais je suis jamais allé très très loin, et ça me donne envie, parce que j'ai regardé du coup la moitié de la saison là déjà. Ça me donne envie de m'y replonger sérieusement. Carrément. Et juste avant de passer à la prochaine news, je vois dans le chat Lactic qui dit que oui, le 25 avril prochain, il y a un update de Fallout 4 qui va sortir. Un update très important qui va quand même améliorer le jeu grandement. Il y a aussi palanquée de mods que vous pouvez installer sur les jeux Bethesda, et donc Fallout n'y manque pas, et vous pouvez améliorer votre façon de jouer en installant des mods sur PC, bien évidemment. Bien entendu. Je te laisse la parole. C'est bien aimable. Je vais parler de Netflix, une fois n'est pas coutume. C'est vrai qu'on parle jamais de Netflix dans ce podcast. Il s'est passé quelque chose de très important dans la section, on va dire, dans la division film de Netflix il y a quelques jours. C'est qu'il y a eu un changement de président. Ce n'est plus Scott Stuber qui officie en tant que président de la division film de Netflix, mais désormais Dan Lin. Dan Lin qui s'est notamment occupé de la production d'Avatar, le dernier maître de l'air, qu'on a vu en février dernier. Donc ça, on a eu vent de ça, et ensuite le New York Times a sorti des informations donc de sources internes à Netflix, mais du coup sans citer ses sources. Évidemment, protection des sources, évidemment. Le New York Times dit que le mandat de Dan Lin, c'est surtout de faire des films meilleurs, moins chers et moins fréquemment. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que Ted Sarandos, donc qui est le PDG de Netflix, à laquelle il a répondu, en fait, un petit peu plus tard dans une conférence de presse. Et lui, en fait, il dément. Il nie un petit peu cet article du New York Times. Il dit on n'a pas du tout participé à cet article, et d'ailleurs c'est pas une citation de Dan, donc Dan Lin, le nouveau chef de la division film de Netflix. Il dit il n'y a pas d'appétit pour faire moins de films, par contre il y a un appétit sans limite pour faire de meilleurs films. Donc il dit quelque chose sans en dire une autre, tu vois ce que je veux dire? Il dit que bon, ils ont pas envie de faire moins de films, par contre ils ont vraiment envie de faire de meilleurs films, ce qui est un petit peu un aveu, mine de rien. Oui. Quand il pense. Donc, Netflix fait des films pas dingues. Comment? J'en tombe de ma chaise. Une déclaration qui arrive à la veille de la sortie de Rebel Moon Partie 2, ce qui est quand même assez rigolo. Oh d'ailleurs, Rebel Moon Partie... Excuse-moi, je te coupe, mais Rebel Moon Partie 2, je l'ai même pas lancé, mais j'ai regardé les critiques sur Rotten Tomatoes. C'est les pires critiques de Zack Snyder depuis le début de sa carrière, quoi. C'est vraiment dégueulasse et personne ne le regarde. C'est assez chaud, quoi. C'est assez chaud. Voilà, donc on disait que le changement à la tête de la division film, c'était un petit peu à cause de cet échec-là, justement, critique et peut-être un peu commercial de Rebel Moon. Est-ce que, du coup, il va y avoir une nouvelle direction? A priori, Ted Sarandos a l'air de dire que non. Après, on va voir ça dans les faits, sur ce que ça veut dire. On va rappeler quand même que Netflix a beaucoup dépensé sur les films ces dernières années, avec des productions à 200 millions de dollars, à 140 millions de dollars, des trucs prestigieux, des trucs un peu moins, des trucs blockbusters, des trucs un petit peu plus avisés, on va dire, de prix pour les cérémonies. Mais ils n'ont pas vraiment trouvé la formule comme ils l'ont trouvé avec les séries. Donc c'est peut-être aussi ça que ce jeu de pièces d'échecs veut nous dire
ces dernières semaines. Bah ouais, puis il regarde la concurrence, je pense. Évidemment, il regarde du côté d'Apple, il regarde du côté même de Prime de temps en temps qui peut proposer des choses un peu sympas et surtout même de Max en fait, voilà, qui a des belles séries et des films cool. C'est vrai que c'est compliqué pour Netflix quand t'es un mastodonte et que t'es le géant de se renouveler. Et t'es censé être le leader en plus de tout ça. Hein. Bah ouais. Et quand t'es McDo, évidemment que c'est plus facile pour Burger King, tu vois, de se démarquer et pour les autres, tu vois, parce que ils ont comment la possibilité d'être le challenger et l'outsider, quoi. Mais Netflix, c'est vrai que c'est un peu dur, quoi. Et encore une fois, il y a une petite musique autour de moi qui court, enfin, que j'entends du côté trop plein de Netflix, du côté il y a trop, et on s'y retrouve plus. Et il y a un manque, et c'est un truc qu'on dit dans l'émission depuis un bout de temps, il y a un manque de curation de la part de Netflix, qui est vraiment trop catalogue ultime de tout, mais qui a pas de vraie proposition, quoi. Contrairement à d'autres plateformes qui tentent au moins un petit peu ça, quoi. Oui, qui sont obligés de le faire pour pouvoir se démarquer. Justement. Qui sont obligés de le faire, ouais. Voilà pour Netflix. On va parler un petit peu de Quentin Tarantino et de son prochain projet qui en fait n'est plus son prochain projet. Exactement, parce que Quentin Tarantino en fait a décidé de ne plus réaliser son dernier film en date qui devait s'appeler The Movie Critic. C'était initialement prévu, comme tu l'as dit, comme son dernier film. Il devait même il devait commencer le tournage cette année, mais le projet a été abandonné. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas le film devait se dérouler dans la Californie de 1977, s'inspirer d'un critique de cinéma cynique que Tarantino lisait dans sa jeunesse. Le projet allait même au point d'inclure Brad Pitt dans le rôle de Cliff Booth. Cliff Booth qui était le cascadeur qu'on pouvait découvrir dans Once Upon a Time in Hollywood. Et d'ailleurs, rappelons que Brad Pitt a quand même remporté l'Oscar du meilleur second rôle pour Once Upon a Time in Hollywood. Donc on savait pas trop si c'était un film qui était une suite à Once Upon a Time in Hollywood, un préquel ou un truc parallèle à Once Upon a Time in Hollywood. En tout cas, comme je l'ai dit, le tournage devait débuter cette année, en août précisément, pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 20 millions de dollars en Californie, mais ça ne se fera plus. Donc aucun studio n'est attaché à The Movie Critic, qui en fait rejoint la liste des projets non aboutis de Tarantino, qui inclut notamment un film Star Trek classé moins de 18 ans, qui n'a jamais vu le jour non plus. Donc on ne sait pas vraiment ce que va faire Tarantino. Il s'est mis cette limite de son 10e et dernier film depuis des années. Ça fait longtemps qu'il en parle. Il dit que son 10e film sera son dernier parce qu'il veut pas faire le film de trop. Malheureusement, il se bloque peut-être. Et c'est probable. Nous, en fait, on échappe peut-être, c'est pas échapper le mot, mais en tout cas, on passe à côté de chefs-d'œuvre, peut-être de Tarantino, je dis chefs-d'œuvre, en tout cas de très bons films de Tarantino, à cause de ça. Il a exprimé dans le passé en fait son désir de quitter le cinéma en étant au sommet. Et il a rappelé qu'il y a des cinéastes qui parfois vont trop loin et perdent de leur aura avec le film de trop ou trop de peut-être séries télé, de choses comme ça, etc. quoi. Donc à voir. Tarantino prend son temps, on ne sait pas ce que ça va donner, combien de temps ça va prendre, et il ne faut pas que ça le bloque au point de trop se stresser, quoi. Il est peut-être un petit peu en train de se brider. Ça me fait penser un petit peu au syndrome de la page blanche pour les écrivains, dans le sens où tu sais, tu veux tellement que ce soit bien que en fait tu te brides toi-même, et là en l'occurrence tu sens que ça le travaille, que vu que c'est son dernier, il faut que ce soit un chef-d'œuvre et que tu vois, donc c'est je comprends, c'est pas évident. Et après je comprends aussi ce qu'il dit, que il y a certains réalisateurs qui en ont trop fait et qui ont fait les films de trop. Alors je vois dans le chat Ridley Scott évidemment qui est cité. Oui, évidemment, mais tu vois, c'est pas évident. Ou même Scorsese, on parlait de Kundun juste avant en off, tu vois, Kundun qui est pas ouf. Et en fait, c'est des mecs qui peuvent te faire les affranchis, puis ensuite ils vont te faire des Kundun, et puis après, en 2013, donc quand même 23 ans plus tard, il te fait, après les affranchis, il te fait le Loup de Wall Street, à son âge, tu fais C'est ma boule, ensuite il te fait Silence, puis après il te fait quand même, tu vois, Killers of the Flower Moon, à son âge aussi. Donc tu te dis, il n'y a pas de film de trop. En fait, il y a des mauvais cinéastes, et voilà, mais c'est pas des films de trop, quoi. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et moi, par exemple, son projet à avorter de Star Trek, j'aurais tellement aimé le voir. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été dingue, à mon avis. Et je suis sûr que The Movie Critic, ça aurait été super aussi. Je pense que moi, je suis très fan de Once Upon a Time in Hollywood, qui est pour moi
Son meilleur, je pense. En fait, c'est peut-être son 9e qui sera son meilleur film. Et le 10e, c'est là où c'est compliqué, quoi. Je pense que s'il avait terminé sur Once Upon a Time, il avait une carrière parfaite. Et je pense qu'il s'attache un petit peu trop à ce symbole-là. Mais il est trop con. Il est trop con parce qu'en plus, apparemment, c'est Luc Besson qui a sorti ça il y a pas longtemps. Apparemment, c'est Besson qui lui aurait soumis l'idée il y a des années qu'il faut faire que 10 films. Et, oh voilà, ouais, bah c'est. Merci, Luc. Merci, Luc. Mais je pense que c'est des conneries d'ailleurs. Mais bref, voilà. Très bien, voilà pour les news de la semaine. On va passer vraiment rapidement aux brèves en rapid fire avec The Office, le spin-off, la suite, on sait pas exactement ce que c'est. Dans le même univers. Dans le même univers, par Greg Daniels et Michael Coman, qui a d'ores et déjà casté 2 membres de son casting, en la personne de Donald Gleason, qu'on connaît pour Star Wars, qu'on connaît pour Ex Machina, qu'on connaît pour About Time aussi, et Sabrina Impacciatore, qui joue dans White Lotus. Ces 2 acteurs et actrices, du coup, ont été recrutés, mais pour l'instant, la série spin-off n'a pas encore de plateforme de diffusion pour le moment. Old Boy va être adapté en série télé à l'initiative de Park Chan-wook, le réalisateur coréen qui s'associe à Lionsgate TV pour l'occasion. For All Mankind va être renouvelé pour une saison 5 chez Apple TV+, et va aussi se garnir d'un spin-off sur la partie soviétique de la course spatiale qui s'appelle Star City, et ce spin-off est d'ores et déjà commandé en tant que série par Apple TV+, qui montre bien qu'elle aime beaucoup cet univers. Keanu Reeves va prêter sa voix au personnage de Shadow dans Sonic le Hérisson 3. Les studios Ghibli vont être honorés d'une palme d'or d'honneur à Cannes cette année. Plutôt mérité, je pense, qu'on peut le dire. C'est étonnant, juste oui, c'est très étonnant qu'un studio comme ça. Je suis un peu étonné parce que j'aurais pu imaginer que ce soit Miyazaki. Ouais. Sachant que George Lucas va en avoir une aussi sur cette édition-là. Sachant que c'est la 77e, je crois, édition. Et que Star Wars est sorti en 1977, je trouve ça joli comme symbole. C'est pas mal. Wednesday saison 2 vient d'inclure Steve Buscemi à son casting. Warner Bros a acheté les droits d'adaptation d'une série de bouquins pour jeunes adultes enfants qui s'appelle Keeper of the Lost Cities et qui pourrait du coup être potentiellement une adaptation à la Harry Potter. Il faut savoir que moi je connaissais pas du tout, mais il y a déjà 9 bouquins qui sont sortis et qui ont été vendus à 7 millions d'exemplaires dans le monde. Voilà pour potentiellement une des nouvelles licences jeunes adultes au cinéma. Aang, le dernier Avatar, Avatar, le dernier maître de l'air, va avoir son film d'animation, mais celui-ci a été retardé. Il devait sortir en octobre 2025, il sortira désormais en janvier 2026. Soyons patients par Nickelodeon et les producteurs originaux de la série. Space Mountain va s'adapter au cinéma et aura pour adaptateur les showrunners de Cowboy Bebop sur Netflix. Prenez ça comme vous voulez. Sony et Apollo sont en train de penser à l'achat de Paramount. Donc on parlait il y a quelques mois de l'achat de Warner. Désormais c'est Paramount qui est en discussion et en négociation pour un achat conjoint entre Sony et Apollo. Et enfin, Pixar a annoncé que Vice Versa 2 aurait pu avoir une autre émotion, celle de la honte, mais que en fait le film était vraiment pas drôle avec ce personnage-là. Du coup, ils ont préféré ne pas le faire, ne pas l'inclure. Voilà pour les brèves de la semaine. Adrien, je te propose de faire ton